Hello tout le monde, merci pour l'engagement que vous donnez à ce podcast. Vous savez qu'ici c'est votre safe place et j'espère que dans chaque épisode, vous pourrez vous sentir compris. Dans cet épisode, on va parler des familles toxiques et des conséquences que cela peut avoir. C'est pour ça que j'ai invité Natania, qui a une histoire assez compliquée qu'elle va nous raconter, et Justine, qui est psychologue, qui nous apportera son analyse ainsi que des solutions pour aller de l'avant. N'hésitez pas à apporter que de la bienveillance en commentaire et à vous abonner si cet épisode vous a plu. Hello les filles. Coucou. Merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode de mon podcast sur les familles toxiques. Ouais. Natania, tu vas nous apporter ton témoignage. Et Justine, tu vas nous apporter ton expertise parce que tu es psychologue. Et tu vas répondre un petit peu à toutes les questions qu'on se pose sur les familles toxiques. Avec plaisir. J'ai très hâte. Je suis très contente. Tout d'abord, est-ce que toutes les deux, vous pourriez vous présenter ? Alors moi, c'est Justine et je suis psychologue depuis 2 ans. Et là, actuellement, je travaille avec des enfants et des adolescents. Et aussi des femmes. C'est un choix que tu as fait de vouloir être plus avec des enfants, etc. Oui, je préfère. Okay. Par rapport à ton vécu ou aucun rapport ? Un peu des deux, à la fois par rapport à mon vécu. Je pense que quand j'étais enfant, j'aurais aimé avoir une psychologue comme moi. Et aussi par choix, parce que je trouve ça hyper important de commencer par accompagner les enfants pour que ça soit des adultes responsables. Construits. Ouais, totalement, c'est important. J'adore la dire. Et toi, Natania, tu peux te présenter ? Moi, je m'appelle Natania, du coup, j'ai 25 ans. J'ai participé à des émissions de télé il y a 6 ans. Et aujourd'hui, je travaille sur les réseaux et voilà, on est là, quoi. Magnifique. Alors, Natania, tu as une histoire assez compliquée parce que tu as une famille toxique. Ouais. Récemment, tu as même découvert que ton père biologique existait et surtout qui Ouais. il était parce que tu n'en avais absolument pas la moindre idée jusqu'à tes 25 ans. Ouais. Tu vas nous raconter tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut repartir par le début ? La base ? Ouais, la base des bases. Ok. Alors déjà, je suis désolée parce que j'avoue que je peux avoir tendance à beaucoup rire. C'est un système de Nerveux, comme moi. nerveux et de J'ai défense. déjà ri à un enterrement, c'est nerveux, je connais. C'est la Voilà. défense. T'as compris. Ouais, c'est une forme de protection. Donc je sais que parfois ça peut être hyper mal perçu, que genre je peux dire des trucs genre horribles et en rire. Donc voilà, je suis désolée, je suis pas là pour heurter les gens, c'est ma manière à moi d'expliquer les choses. C'est parce que je suis stressée. Non, mais faut pas que tu sois Natania, désolée, hein. il n'y a aucun problème. Oui. Ok. Alors, du coup, moi je viens d'une famille juive tunisienne qui ont débarqué de Tunis en France. Ma mère est issue d'une grande fratrie. Ma mère était très très belle, hein. C'est pas parce que c'est ma mère, c'est vraiment genre une star. Toi aussi, tu es magnifique. Merci, vous aussi, les filles, vraiment incroyable. Et du coup, ma mère était vraiment très belle et elle rêvait aussi de se sortir de ce monde, tu vois, de famille de Belleville, avec vraiment le petit appartement de 50 mètres carrés où tout le monde est entassé. Préjugé d'ailleurs que les juifs sont riches, ce qui n'est pas le cas du tout. Pas du tout le cas. La preuve, hein, j'ai même été envoyée, chose que, tu sais, quand tu dis à des fois, genre, waouh, toi, une juive va être envoyée. Mais oui, ça existe d'ailleurs, il y a même des foyers pour les juifs. Donc c'est hyper important de le souligner. Et du coup, en gros, ma maman a eu un premier mariage avec un homme qui s'appelait, on va l'appeler F, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus dur. Haute culture complet, italien très dur. Choc de culture complet entre la Méditerranée et la Tunisie où c'est très expressif, etc. Tu as dit qu'elle voulait se sortir de cette situation. Ouais, du coup, parce que lui, il était dans une situation un peu meilleure. Lui, à l'époque, il travaillait pour Johnny Hallyday. Donc, t'imagines le choc. Genre, toi, t'habites dans le 20e, Belleville, tu rencontres un mec Rolls-Royce qui s'occupe de Johnny. Tu te dis, ça va être la belle vie. Pas du tout ce qui s'est passé. Il a tête Johnny parce qu'il avait peur. Donc, il a tout têche et il s'est mis à travailler pour ma mère. Donc, aucun rapport. Et en fait, je pense qu'il y a eu ce début de désillusion aussi qui s'est passé dans la tête de ma mère. Et en gros, elle a commencé à vivre une dépression très dure. En plus, à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant où on parle de santé mentale, etc. Du coup, ma mère a fait 15 ans de tentatives de suicide enchaînées. Et elle y arrivait pas. C'est horrible comme question, mais c'est horrible. Oui, en fait, oui et non. C'est peut-être qu'au fond, Elle s'est fait pas interner tant plusieurs fois. Franchement, elle a été, c'est quand même défenestrée du 2e étage et tout. Non, elle a fait quand même des dingueries, hein, où elle était à 2 doigts. Mais du coup, toi, t'étais pas née. J'étais pas née à ce moment-là. Tu avais déjà des frères et sœurs qui étaient nés, et eux, ils en ont pas voulu à ta mère de faire si. Je pense qu'ils ont beaucoup souffert. Et sa réaction, c'était quoi, tu sais pas ? Ils en parlent chacun. Donc j'ai du coup 3 frères et sœurs du côté maternel. Donc j'ai 2 frères et une sœur. Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Ma sœur, elle a, je crois, actuellement, elle doit avoir 48. Donc voilà, tu vois. Mes autres frères, ils ont 42 et 38. Par exemple, celui le plus jeune, donc 38, il n'en parle jamais. C'est genre Voldemort, on ne parle pas de maman, on ne parle pas de ce qui s'est passé. L'autre s'est réfugié dans la drogue. Du coup, quand il est en descente de drogue, là, c'est maman à tout va. Ma sœur, c'est du tout le temps, mais en haine. C'est de la haine constante. Elle lui en veut. Ouais, constant. Je pense que ça a dû être très compliqué de vivre, de voir sa mère s'autodétruire et tout à ce point, ça a dû être terrible. Et puis après, elle m'a eu moi. Et à la différence des autres enfants, tu vois, ma mère adorait les enfants. C'est-à-dire que dès qu'elle était enceinte, tout se calmait. Il y avait plus de phase de dépression et tout, tu vois. Et moi, non. Moi, quand ils ont enceinte de moi, ça a été pire. De pire en pire. Alcool, caché, elle s'est fait interner. Pourquoi elle allait si mal ?
On sait pas. Bah écoute, hier, pour tout te dire, j'ai fait quasiment tous les hôpitaux psychiatriques de Paris justement pour faire la demande de récupérer les dossiers médicaux de ma mère. Parce que justement, Natania, t'es en train d'écrire un livre Oui. sur ton Sur histoire, ma vie. sur ta vie. Oui. Et je trouve ça magnifique. Merci. Non, franchement, ça c'est très beau. En plus, ça me fait penser, il y a un psychiatre qui dit toujours cette phrase, c'est Boris Cyrulnik, bref. Ok. Il dit toujours que l'écriture, ça donne du sens à l'incohérence. J'aime Donc, beaucoup cette phrase. ça peut faire vraiment écho à ton histoire. Et il y a plein de personnes qui ont subi des violences ou des traumas. Le fait d'écrire ou juste Ouais. de faire de l'art, ça C'est fait vrai. vraiment beaucoup de bien. C'est Donc, vrai. c'est une bonne chose que tu fasses. Bah ça. après, de un, c'était vraiment mon rêve d'enfant d'écrire mon livre, Bien. parce que ça a Ah toujours oui. été mon exutoire. Et je pense que c'était aussi une manière, je sais pas si tu comprends, mais je pense que oui, parce que du coup c'est ton taf, mais j'avais vraiment besoin de faire quelque chose où je me dis ça y est, l'emprise est rompue. Oui. C'était pour moi une manière de dire je ne garderai plus ça secret, parce que j'en ai fait des interviews où je parlais de ma vie et tout, jamais sur ma famille. Comment tu t'es rendu compte que t'étais sous emprise? Je l'ai toujours su. C'est en découvrant l'amour, le vrai, le sain, que du coup j'ai commencé à mettre en parallèle et je me suis dit mais attends, mais c'est fou ce que je vis en fait. Et puis à un moment donné, en fait le plus dur c'est même pas de se rendre compte que t'es sous emprise, c'est de lâcher. Ça a été... Quand c'est ta famille c'est dur. Bah oui, parce que quand c'est un ami toxique, à la rigueur, on peut couper les ponts, on peut bloquer son pote, etc. Facilement. Mais quand c'est quelqu'un de sa propre famille, c'est beaucoup plus C'est terrible. compliqué. En plus, il y a la pression sociale en disant mais tu vas pas trahir tes parents, mais avec tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tu vois. Justement, et moi je vois beaucoup passer aussi sur internet, sur les réseaux sociaux, que quand on a une famille toxique, c'est pas parce que c'est notre famille qu'on est obligé de les aimer et de rester proche d'eux. Exactement. Mais Et bah, ça, en fait, c'est pas connu dans le conscient collectif, on n'est pas au courant. complètement. Mais même dans notre culture, tu vois, genre dans la communauté juive, ne pas parler à sa famille, c'est un drame. Oui, la famille, c'est sacré. Il y a une C'est sacré, sacralisation, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr, et Moi, même j'ai on en grandi parlait la là-dedans. dernière On fois. en a parlé la dernière Un fois. homme, ses parents, ils vont pas trop vouloir que leur fils se marie avec une fille qui est en rupture totale avec sa Avec sa famille, tu vois, pour eux c'est red flag. Alors que qu'est-ce que t'en sais, tu Oui, vois. on sait pas ce qui s'est passé. En plus, dans les familles, ça aussi, c'est une question qu'on évite de poser parfois aux gens quand ils parlent plus à leurs parents, de dire ah bon, mais pourquoi quand même c'est tes parents. On sait jamais ce qui s'est passé dans les familles. Je trouve ça tellement tabou. Enfin, pour moi, personne n'a son mot à dire là-dessus. Ouais, Enfin, totalement. c'est trop personnel. Et je le vivais mal parce que depuis que j'ai eu un petit peu de notoriété, j'ai eu aussi beaucoup de haters. Et qu'on me touche sur cet aspect-là, c'était impossible. Donc, C'est-à-dire quel aspect? sur l'aspect famille. Donc en fait, j'en parlais pas du tout. Du tout. Genre, personne ne savait que j'avais des frères et sœurs. Et à côté de ça, je vivais une pression de dingue parce que ma famille, enfin, par exemple, mon frère qui se droguait régulièrement me faisait du chantage. Par exemple, si tu vas pas payer mon dealer, je vais appeler des journalistes. Pour leur dire quoi? Je sais pas ce qu'il voulait dire. Alors, je crois qu'il a appelé même Samzira et tout. Je sais, mais genre, je crois que Sam, il a. Sam, il a pas répondu. Bah en fait, il s'est dit, mais s'il y avait des choses qu'on aurait dû apprendre sur Nat, depuis le temps, on l'aurait su. Et encore plus de son frère, ça ne nous intéresse pas. Merci, au revoir, tu vois. Il a raison, bravo. Et ça m'a grave touchée, mais je sais qu'il a quand même essayé avec plein d'autres gens et tout, et ça a été compliqué. Parce que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? D'être en froid avec sa famille, c'est peut-être que forcément c'est moi le problème. Pas du tout. Tu vas nous raconter justement, on va en revenir à ton histoire. Du coup, toi, quand t'es née? Quand je suis née, ça a été très compliqué pour ma mère. Archi compliqué. Moi, je suis née de base sous dépendance au Xanax. Du coup, je dormais tout le temps. Enfin bref, l'enfer. Quand t'es née, on t'a donné du Xanax. Je sais que j'ai été sous couveuse. Là, justement, j'attends de récupérer mon dossier médical pour vraiment tout connaître de l'histoire, parce que j'ai pas envie d'écrire des choses. Bah, quand t'écris, c'est indélébile, ça va rester à vie. J'ai pas envie d'écrire à peu près. Je veux que tout soit exactement véridique. Donc là, je suis vraiment en train de faire la démarche justement de récupérer les dossiers médicaux, mais je sais que je suis restée au moins 2-3 semaines sous couveuse pour essayer justement de me sevrer. Et après ça, ma mère a eu du mal, bizarrement, à avoir le même affect pour moi que pour les autres. Pas qu'elle m'aimait pas, mais qu'elle arrivait pas à se sortir de la drogue, etc. Quand j'ai drogue, c'est médicaments. Bah, Xanax et Exomil, énormément. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec les. Genre, je préfère être au bord de la mort que de prendre un Doliprane. Oui, parce que du coup, maintenant, t'as cette image et C'est un ce schéma, traumatisme. t'as peur de tomber. Traumatisme. C'est traumatisant. Ouais, vraiment, je n'arrive pas du tout genre, à prendre des médicaments et tout. Alors que je sais très bien que c'est pas parce que je prends un Doliprane que je vais devenir Oui, shootée, que tu vois. vas tomber C'est dans la irrationnel. dépendance. Ouais. Mais oui, inconsciemment, vu que t'as vécu ça d'hyper près, c'est normal aussi que t'assimiles une prise de médicaments à la dépendance, à Je se dire que pense. ça peut potentiellement t'arriver. Ouais, je pense aussi. Et du coup, après ça, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'arrêtais pas de pleurer. Je crois que j'étais petite, je crois que j'avais 6 mois, 1 an. J'arrêtais pas de pleurer. Mon frère a innocemment appelé ma sœur, mais ma mère vivait déjà dans une relation hyper toxique où ses enfants l'internaient de force, même quand elle allait bien, tu vois. C'était très compliqué. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de juste venir s'occuper de moi, en fait, elle a appelé les services sociaux. Ils ont retiré la garde à ma mère. Et là, ça a été le trou noir pour ma T'avais mère. quel âge? 1 an et demi. Enfin, 1 an, puisque du coup, elle est décédée 6 mois plus Et tard. là, elle était. Du coup, parce que du coup, à ce moment-là, elle avait personne, elle était pas en couple. Non. Et tu vivais avec elle et Ouais, je tes vivais frères et avec sœurs? elle et un de mes frères, donc Samy le plus jeune. Donc c'est Samy qui s'occupait de moi ce jour-là, parce que je crois que maman était partie dehors. Et du coup, les services sociaux ont retiré la garde de base pour une durée de 6 mois, pendant laquelle elle devait du coup suivre une thérapie, etc. et prouver que ça irait mieux. Les gardes n'ont pas du tout été respectées par ma sœur, qui était la tutrice en charge de moi à cette période-là. Elle a absolument pas respecté les moments où on devait se voir. Ça a rendu complètement malade ma mère. Et premier jour de Hanouka, donc c'est pour ça que Hanouka, Noël pour nous, premier jour de Noël, on devait se voir. Et en fait, ma sœur a coupé le téléphone pour empêcher ma mère de me voir. Et ça a été la dernière tentative de suicide qui a été
fatal du coup. On veut à ta sœur? Alors au début, pendant longtemps, non, parce que c'est le problème de l'emprise, c'est que pour moi, ma sœur, c'était mon gourou. En fait, je croyais absolument tout ce qu'elle me disait. Et puis petit à petit, oui, j'ai commencé à voir les choses différemment quand j'ai commencé à grandir, à mes 8, 9, 10 ans. Alors à l'âge de 2 ans, ta maman elle est partie C'est ça. et t'es allée vivre Chez avec ma ta sœur, qui avait quel âge? 22. Elle avait 22 ans. Ouais, donc c'est pas facile non plus hein, pour elle. Bien sûr. Tu perds ta maman, tu te retrouves avec un gosse. Et comme elle l'a très bien dit pendant toutes ces années, qu'elle n'a pas voulu, mais qu'elle a quand même fait les démarches pour m'avoir, du coup. Parce que j'aurais pu à ce moment-là, du coup, être remplacée en famille d'accueil. C'était une chance pour moi d'avoir 2 ans. C'était, je pense, la meilleure période pour me faire. Et donc les tantes, ils voulaient pas te récupérer? Tout le monde s'en foutait. C'est simple, je crois quasi eu aucun contact avec mes oncles. Ils étaient 11 ans. Pas un petit peu quand même. Non. Ils étaient pas en bon terme avec ta mère? Ils étaient pas en bon terme avec ma sœur, qui estimaient qu'elle était coupable de la mort de ma mère. Et du coup, en fait, ils m'ont tout simplement mis dans le même lot. Et ils se sont dit, on s'approche pas d'elle. Oui, alors que t'étais une enfant, que t'as rien demandé à personne Non. et que toi t'es juste arrivée là. Et ils étaient plus aptes en vrai à s'occuper de moi, tu vois, mais Bien sûr. Et alors du coup, comment ça s'est passé de grandir avec ta sœur? compliqué. J'avoue compliqué. Bah au début très cool jusqu'à mes 6-7 ans, mais avec le recul et maintenant que j'ai suivi des thérapies hyper toxiques parce que du coup c'était même plus de l'adoration, elle allait aux toilettes, je hurlais de pleurs parce que c'était vraiment une dépendance affective plus. Après ça s'est gâté. Ça s'est bien gâté à mes 8 ans le jour de mon anniversaire, en fait ma soeur m'avait appris que ma mère était morte, mais j'ai toujours pensé qu'elle était morte d'une maladie. Et en fait, j'ai toujours pensé que son père, donc F, le premier, le vieux, quoi, qui d'ailleurs, à la mort de ma mère, s'est barré en Thaïlande, à Pattaya, pour se trouver une petite jeune. En fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était mon père. Et le jour de mes 8 ans, elle m'a révélé qu'en fait, pas du tout. C'est pas ton père, on connaît pas ton père, on a aucune idée de qui c'est. Et ta mère s'est suicidée et elle a été vraiment dans les moindres détails de chaque tentative de suicide. Ça a été un choc. Oui, non, mais c'est traumatisant. Déjà, t'apprends ça d'un coup avec des détails. C'était horrible. À 8 ans, Horrible. Personne n'est préparé déjà à entendre ça. Et à 8 ans, encore pire, on est encore hyper innocent, on a un enfant. Bah pas à ses yeux. À ses yeux, elle estimait vraiment que passer un certain âge, t'es plus vraiment intéressant comme enfant. Okay. Tu vois, il y avait vraiment ce truc que genre c'est cool quand t'es maniable. Quand tu commences à avoir un avis. Ah là c'est elle aimait pas ça. Oui, parce elle aimait pas ça du tout. tout. Moins manipulé aussi, il y a moins d'emprise dès que l'enfant il évolue, c'est moins facile. C'est beaucoup moins facile. Elle se manifestait comment cette emprise? Ma sœur a une emprise, mais c'est tellement énorme. C'est tout le temps. C'est-à-dire que même mes pensées, j'avais pas le droit d'avoir mes propres pensées. Je n'avais jamais le droit de souffrir. Je n'ai jamais eu le droit de pleurer pour ma mère. La personne qui souffrait, c'était elle. Elle estimait, par exemple, il y avait souvent cette phrase qui revenait de mais Natania, je suis la femme sur 7 milliards de personnes qui souffrent le plus. Et moi, j'étais en mode mais tata, il y a quand même des gens qui se font quoi? Donc moi je souffre pas, et là ça part en crise de nerfs. Et du coup j'ai aussi à mon tour dû supporter certaines tentatives de suicide à mon tour, sauf que comme elle estimait que c'était moins violent parce qu'il y avait pas de sang ou c'était plus des trucs médicamenteux ou par la fenêtre, comme elle estimait que c'était pas assez grave par rapport à ce qu'elle avait vécu, j'avais pas le droit de moi me plaindre. J'avais jamais le droit de me plaindre. C'était ma sœur. Comme une comparaison de tout le temps. Qui souffle le plus. Tout le temps. C'était une compète. Et moi j'avais pas le droit. Je jouais pas à la compète. C'est ça quand t'es enfant de grandir avec ça. C'est horrible. T'en parlais pas à l'école? Non, jamais. Bah carrément, j'ai honte. Mais quand j'étais en primaire, genre je voulais pas raconter que j'avais perdu mes parents. Non mais t'as pas à avoir honte. Hein. Mais c'était pas ouf parce que du coup j'ai un peu inventé genre que ma mère était journaliste et mon père photographe mais et qui travaillait à l'étranger. C'est mignon. Bah ouais, c'est pas pas trop. Parce que du coup un jour je me suis fait une bête de pote et j'ai raconté, et du coup elle est partie à l'école, elle a tout raconté. Et après il y a eu des rumeurs comme quoi genre possiblement j'avais tué ma mère, et c'était horrible. Les enfants sont atroces. Ils sont atroces. Le harcèlement c'est horrible. Atroces. Ouais, ils sont atroces. Ils sont durs. Bon, alors du coup jusqu'à tes 15 ans. Donc jusqu'à mes 13 ans on va dire que j'ai habité avec elle. Bon après à mes 10 ans elle a commencé à travailler avec les princesses d'Arabie Saoudite et tout, donc elle était tout le temps à l'étranger sur des périodes on va dire entre 2 et 6 mois. Elle voulait, donc au début elle a payé des nounous, prendre dépenser de l'argent pour garder Natania alors qu'elle peut se garder toute seule. Du coup j'ai commencé à me garder toute seule à 10 ans. Elle m'a tellement mis dans une spirale que le monde est méchant, que tout le monde est méchant. En fait c'était la phrase type de ma sœur, c'est toi et moi contre le monde. Et du coup j'avais tellement peur du monde extérieur que je faisais vraiment école, maison, école, maison, école, maison. Je m'autorisais pas genre à faire des sorties de copines. Parce que ça aussi c'était aussi pour te garder un peu sous son emprise en De fait, ouf. que tu connaisses pas le monde extérieur et aussi que t'en parles pas. Ouais. Si elle te dit que tout le monde est méchant, t'as pas envie d'en parler aussi, tu vois, ça va être des petits, tu sais, c'est avec des petites phrases comme ça qui rentrent dans la tête. Ouais, c'est hyper insidieux c'est en fait. subtil, Oui, et à tout la à fait. fois c'est dévastateur. C'est Bien vraiment sûr. ça, tu vois. Et alors du coup Elle m'a un jour elle est rentrée de son voyage, elle a pété un câble, elle m'a mis dehors. Mais genre vraiment sans raison. La raison c'était qu'elle avait passé la sapière et que j'avais marché avec mes chaussures dans la maison. Je te jure. Véridique. Du coup, elle a appelé son père en Thaïlande en lui disant bon bah écoute, j'en ai marre, la vie est trop dure, j'en peux plus de m'occuper d'un enfant, patati patata. Vraiment sans mytho, j'étais hyper détente. Genre vraiment, j'aurais pu vous ramener carrément mes relevés scolaires et tout, pas d'heure de colle, aucun problème. Après ça devait être difficile aussi pour elle. Ah certainement, mais j'avais rien demandé. Enfin c'était pas mon dos en fait, c'est malheureux mais pas mon dos, tu vois. Et du coup bah pareil, ça c'est des choses que j'ai pardonné beaucoup enfant, de me dire ça doit être dur pour elle, la pauvre, etc. Sauf que bah en fait quand t'as pas d'argent parce que c'était vraiment le motif j'ai plus d'argent, c'est trop dur, mais elle s'est barrée 6 mois en Thaïlande. Du coup c'est un peu cher de
fille quoi. J'ai pas compris. Elle m'a envoyé chez mon frère que je connaissais pas une tonne, pas celui avec qui j'ai grandi, l'autre qui était d'ailleurs à qui elle ne parlait pas du tout. Les deux, c'est ils se haïssent du plus haut point. Pourquoi m'envoyer là-bas, j'ai jamais compris. Je l'ai compris plus tard. Il avait déjà été condamné pour violence conjugale. Du coup, là-bas, j'ai vécu un début d'enfer, vraiment. Pas contre moi, mais j'ai vraiment commencé à avoir la violence physique. Et après, mon frère tous les week-ends a commencé à se droguer, etc. Jusqu'au jour où il a fait un truc très grave. Et du coup, il a été condamné. Donc, il a fait 5 ans de prison. Du coup, les juges m'ont récupéré et m'ont replacé chez ma sœur. Et donc déjà, même en tant qu'enfant, être trimballé un peu, tu sais. Ça, c'est toute ma vie. Environnement. Du coup, maintenant, grande, j'ai pas d'attache. Bah oui, mais parce qu'en fait, quand t'es enfant, en fait, et que t'as un attachement qui est désorganisé ou insécure, quand tu grandis, en fait, tes bases, elles sont pas solides et forcément, tu peux pas, en fait, avoir c'est compliqué, du moins, d'avoir des attaches et un attachement qui est sécure. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à créer des liens avec des gens. Mais totalement, mais c'est complètement lié. Il y a une étude, justement, à ce sujet. Ton type d'attachement quand t'es enfant, ça influence ton type d'attachement quand t'es adulte. Par exemple, si quand t'étais enfant, t'avais un entourage ou des proches de ta famille qui étaient hyper, on va dire ça, on appelle ça évitant. Okay. Donc en fait, qui te montrent aucune émotion. Quand tu viens pleurer, c'est oh là là, mais c'est bon. Tu vois, toujours à te renvoyer en fait et à nier en fait tes émotions. Si quand t'es enfant, on t'est face à ce type d'attachement, quand tu grandis en fait, tu vas aussi garder tes émotions et tu ne vas pas réussir à créer de liens en fait. Mais bien sûr, mais c'est hyper lié. Comme tu vois là, tu disais que même à l'école, t'étais hyper sage, etc. Mais parce qu'en fait aussi, t'avais envie, c'était une manière d'être parfaite en fait, d'être aimée. Pour pas qu'on t'abandonne encore, tu vois. Mais ça, je me suis conditionnée et ça, c'est quelque chose que malgré la thérapie, j'arrive toujours pas à lâcher. C'est que j'ai tellement été conditionnée à être la plus parfaite pour vraiment ne pas déranger, ne pas être un poids, que c'est éreintant. Ah mais oui. C'est trop dur. Bah oui. C'est épuisant. C'est épuisant d'être toujours, tu vois, la meilleure. Parce que maintenant, je suis un peu plus détente, mais petite, c'était épuisant, tu vois. Et du coup, je suis retournée chez ma sœur. Ça s'est hyper mal passé parce que là, je commençais vraiment à voir son vrai visage et qu'elle m'a quand même dit cette phrase. Tu vois, du coup, l'herbe n'est pas le plus verte ailleurs. Quand tu sais les raisons de pourquoi il a été en prison. C'est atroce, c'est vraiment. C'est terrible. Horrible. Et donc, du coup, après, t'as eu un petit copain. Ça s'est hyper mal passé. J'ai rencontré mon tout premier petit copain. C'est vraiment de catastrophe en catastrophe. Hein. J'ai carrément été chercher ce que je venais de voir chez mon frère. Il était violent? Ouais, il a commencé à être violent, mais très vite, au bout de 2 semaines. Ta sœur, elle s'en est pas aperçue? Non, ma sœur s'en foutait complètement. Le jour où j'ai perdu ma virginité, donc j'ai été violée. C'est comme ça que j'ai perdu ma première fois. Je suis rentrée à la maison, elle dormait. Enfin, je sais pas, c'est la première fois. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, que je ne sortais pas de chez moi. J'allais pas au ciné voir. Enfin, c'est la première fois. T'avais déjà un peu peur du monde extérieur en quelque sorte. Et là, je me dis, attends, c'est la première fois que tu me laisses sortir le soir. C'était genre ma première autorisation d'aller manger chez mon copain. Tu cherches pas à savoir comment ça s'est passé, tu restes pas réveillée. Et au fait, elle s'est rebarrée au taf pour plusieurs mois. Donc moi, j'ai vécu cette violence toute seule en fait. Et j'ai surtout pas voulu lui raconter parce que j'avais très peur qu'elle le vive mal et qu'elle fasse une tentative de suicide. Et de me dire, je vais être responsable de sa mort, tu vois. Du coup, j'ai rien dit. Jusqu'au jour où ça a débordé, j'ai vécu une séquestration avec coup. Et du coup, la police l'a appelée. Ils ont dit, mais en fait, t'es tutrice, tu dois revenir, tu vois. Donc elle est revenue. Et en fait, pendant 2 semaines, donc elle a été au courant des violences sexuelles et physiques. Elle a été incroyable pendant 2 semaines. Donc elle m'a emmené faire un hammam, coiffeur, etc. Et puis après, tout a tourné. C'est genre, ah, t'es rentrée avec 10 minutes de retard, c'est quoi? T'as envie de te refaire violer, c'est ça? Mais c'est d'une toxicité. Oui, et c'était comme ça tout le temps. C'est hyper violent et culpabilisant en tant qu'enfant. C'est horrible. Le fait de subir cette violence sexuelle, etc. Et en plus qu'une personne en rajoute une couche en disant bientôt c'est toi qui l'as été chercher. Enfin, c'est horrible, tu vois. Et elle a pas voulu porter plainte? À l'époque, je pensais qu'elle avait déposé plainte. Aujourd'hui que j'ai récupéré mon dossier, je sais qu'elle a juste fait une main courante pour une sur mineure quand même. Et après, du coup, ce petit copain, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai craqué. J'ai fini par quitter la maison parce que elle faisait pas le nécessaire. Par exemple, lui, il venait me harceler en bas de la maison. Elle aurait dû appeler la police, tu vois, pour signaler tout ça, et elle le faisait pas. Et carrément, une fois, elle m'a carrément demandé de descendre pour lui parler et lui dire en face, tu m'as violée, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Et t'imagines genre comment c'était dur de revivre ça. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, alors qu'en fait, j'ai juste vécu un autre traumatisme. Et après ça, j'ai craqué. Vraiment, j'ai craqué parce qu'à ce moment-là, elle sortait avec un mec et son mec genre m'a dit mais c'est pas normal ce que tu vis, genre. Et un jour, je craque comme ça et je me dis c'est soit je saute par la fenêtre, soit je me casse. Je me casse. Genre j'ai 15 ans, je me casse de chez moi. Je vais vivre chez une cousine que je connais à peine et de fil en aiguille, en fait, j'apprends que ma sœur est rentrée en contact avec mon agresseur. C'est pas le pire. Entre-temps, donc je vais vraiment à droite à gauche. Donc j'ai 15 ans, j'ai personne chez qui aller parce que du coup un peu une forme de SDF. J'ai carrément dormi dehors à rue de Paris à Vincennes et tout, donc j'ai vraiment dormi dehors jusqu'à un moment où j'ai été vivre chez un cousin et en fait j'ai vécu donc mon frère à ce moment-là sort de prison, donc je ne l'ai pas revu entre le moment où j'habite chez lui et ça. Il sort de prison, il me massacre, donc je fais une chute de 2 étages, enfin bref, je suis cabossée de partout. Mon cousin me fait sortir de l'hôpital parce que si la police voit mes blessures, ils vont savoir que c'est des coups et du coup il va forcément retourner en prison sachant qu'il sortait depuis une semaine, donc protection de famille encore, alors que c'est moi la victime. Je sors de l'hôpital, je suis à bout, j'ai 15 ans et demi, je vis des violences de la part de quasiment toutes les gens de ma famille, je me fais tabasser par le seul mec que je pensais avoir aimé dans ma vie. Ma sœur est en Thaïlande en train de se la couler douce. J'ai plus d'espoir et je suis à 2 doigts de me dire
c'est quoi, j'ai envie de rejoindre ma mère, tu vois, genre je comprends ce qu'elle a vécu, j'en peux plus. J'appelle ma sœur, je lui dis écoute, j'en peux plus. On fait 3 heures de conversation au téléphone où elle me dit mais mon bébé, je vais prendre soin de toi, etc. Et qu'en gros la seule personne qui a mon passeport, bah c'est mon ex qui me tapait dessus. Je dis mais attends, mais vous étiez proche à ce point? Non, mais t'inquiète pas, là je suis là, maintenant j'ai pas d'abonnement téléphonique à ce moment-là, personne ne paye mon abonnement téléphonique, j'ai aucun contact avec le monde extérieur. Elle me dit Natania, tu es mon bébé, je t'ai élevé depuis tes 6 mois. Tu vois, elle va vraiment toucher les côtés, les petits souvenirs, la manipulation, tu vois. Tu te rappelles quand je mettais tes petits pieds dans la bouche, tu vas vraiment aller atteindre ce truc. Du coup bah moi je baisse un peu la garde. Elle me dit écoute, il va venir te chercher et demain t'es à l'aéroport avec moi, je te ramène en Thaïlande, je vais prendre soin de toi, tu vois. Je sais pas, j'ai une mauvaise Qui va venir te intuition. chercher, ton ex? Mon ex. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui a mon passeport. Tout se passe exactement comme elle m'a dit, c'est-à-dire qu'il vient me chercher, pas un mot, pas d'insulte. D'habitude c'était vraiment genre dès le début, c'était même pour me dire bonjour. Tu vois, tout le temps genre, ou dans la tête. Là, rien, pardon, je t'ai même pas. Pardon. Désolée, excuse-moi. Et du coup, ça a été que des trucs comme ça tout le temps. Et là, hyper cool le mec. Maintenant, je vous le remets dans le contexte. Personne n'est au courant de cette histoire. C'est-à-dire que moi, comme je sais que le lendemain je suis en Thaïlande, je me dis bah en Thaïlande j'aurai Facebook, je vais pouvoir prévenir mes amis que je suis bien en Thaïlande avec mon père, enfin avec mon beau-père en tout cas et ma soeur. Le lendemain, donc le moment où je suis censée aller à l'aéroport, je me lève le matin, hyper déter, petite queue de cheval et tout machin. Genre allez, j'ai 12 heures de vol et tout. Je commence à faire à replier ma valise, etc. Et donc l'autre en question me dit écoute, 2 secondes, il y a ta soeur qui veut t'appeler en Skype. Je fais ok. Et là, je sais pas pourquoi. C'est là, tu connais quand t'as envie de pleurer. Mais fort, je sais pas pourquoi. Et sur le coup, je me suis dit, bon, comme ça fait quand même 8 mois que je l'ai pas vu, ça doit être l'émotion de la revoir, tu vois. Et là, elle me dit, écoute, les billets c'est trop cher. T'as voulu un mec qui te tape, ma chérie? Pas maintenant, assume. J'ai appelé la brigade des mineurs, donc tout le monde pense que t'es bien arrivé en Thaïlande. Et là, je me dis, attends, mais pourquoi elle fait ça? Là, je commence à pleurer, je commence à hurler et tout. Je vais pour sortir en vitesse de l'appartement, l'autre il me rattrape. J'ai vécu 10 jours de séquestration dans son appartement. Pourquoi ta sœur te parle de ton ex? Elle voulait que tu souffres, elle voulait te punir? Qu'est-ce que c'est? Suis l'histoire parce que même moi à ce moment-là c'est très flou et moi à ce moment-là ma soeur je me dis peut-être qu'elle croit pas ou peut-être qu'elle doute de ce que j'ai vraiment vécu, tu vois. Enfin vraiment moi je suis dans cette optique là, j'ai pas de téléphone, personne ne sait où je suis et au fur et à mesure des jours j'ai été très vite docile, hein. Je vais pas vous faire la meuf hyper warrior et tout, c'est faux. Au bout de 3 jours j'étais comme un chien à le supplier d'un tout et de rien et au bout de 9 jours j'ai réussi à prévenir des amis à moi. T'étais enfermée chez ton ex? J'ai vraiment fait 9 jours complets de séquestration jusqu'à que la police défonce la porte, grâce à Dieu. Du coup, bah, j'ai été récupérée, j'ai d'abord été à l'hôpital. Mais pourquoi il t'enfermait? Ta sœur était au courant de ça? Ouais. Ben, j'ai appris justement au commissariat qu'en fait ils sortaient ensemble. Mais alors pourquoi elle a accepté qu'il te séquestre si elle sortait avec lui? Encore aujourd'hui, j'espère à la fin du livre avoir réponse à mes questions. Mais je pense qu'elle faisait ça pour. Après, je sais pas, évidemment. Les psys m'ont parlé d'une jalousie maladive. Oui, ça peut être totalement ça, hein, de la jalousie maladive. Mais j'arrive pas à l'intégrer parce que c'est comme ma mère. Enfin, elle m'a connue bébé, tu vois ce que je prends. Ouais, encore aujourd'hui, je vous dis la vérité. J'espère peut-être qu'un jour j'aurai une réponse à cette question. Mais parfois, c'est peut-être triste, mais parfois il y a juste pas d'explication en fait. Ça c'est le plus dur. C'est ça. En fait, il y a certaines personnes, elles font des actes, mais en fait il y a pas d'explication. Tu vois, là typiquement te faire autant de mal, t'abandonner, te faire souffrir. En plus, pour le coup, c'est volontaire. Elle savait très bien en fait qu'elle te faisait du mal. Donc il y a pas forcément d'explication parfois. C'est comme ça. Bah il y a des personnes en fait juste qui ont des troubles. Après, vu que je connais pas non plus hyper bien, vraiment la personne etc. Mais par exemple, elle fume énormément de joints depuis des années. Voilà, typiquement. Je sais que ça l'a beaucoup impacté. Hein. Tu vois, genre. Ça rend bipolaire, agressif, nerveux. Elle fume vraiment, genre peut-être entre 20 et 30 joints par jour. C'est énorme. Vraiment. Et ça depuis 20 ans. Bah oui. Donc forcément, en fait, c'est ça. Souvent, il peut avoir vraiment des troubles de la personnalité, hein, que ce soit schizophrénie, Mais est-ce que normalement, tu vois, genre le fait. Enfin, je suis comme la personne autour, tu vois, elle a pas de mec, elle a jamais eu d'enfant. Enfin, j'étais vraiment toute sa vie. Pourquoi ça à moi? J'ai appris qu'elle avait du coup une relation avec lui. Donc ça c'est vraiment je l'ai appris. Comment t'as appris? Alors, donc le premier jour, j'ai fait ma déposition. Ils m'ont ramené à manger, j'étais affamée et tout. Donc on m'a envoyée dans un foyer d'urgence et moi j'attendais mais vraiment naïvement, genre vraiment je sais que là vous allez vous dire mais quel débile. J'attendais ma sœur. Non mais en fait c'est pas du tout débile parce que c'était ta figure d'attachement en fait, c'était ton repère. Ouais. Moi je l'attendais genre elle va venir me chercher, tu vois. Mais c'est pas débile, c'est normal. Je suis un peu plus dure avec moi-même que ça. Oui, mais t'étais hyper dure avec toi-même parce que pour le coup t'étais juste une enfant et forcément t'attendais que la personne de référence de ta famille vienne te chercher. Tu vois, ça c'est pareil hein, pour les femmes qui sont sous emprise de leur conjoint, etc. C'est pas si simple que ça en fait. Juste si c'était si simple de quitter son mec mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche tellement pas comme ça. Donc c'est normal que t'attendais ta sœur en fait, vraiment. Et du coup je l'ai attendue. Le lendemain, on m'a reconvoquée au commissariat. Et en fait, j'ai dit c'est quand que ma sœur vient me chercher. Enfin moi je veux sortir de cet endroit. C'est quoi le foyer? Enfin pas du tout. Je veux pas rester là, tu vois. Moi je l'appelle Monsieur Clé, le policier d'ailleurs s'il passe par là. Je t'aime de tout mon cœur, vraiment. Sache-le. Ça fait 10 ans que je t'avais pas dit je t'aime. Donc Monsieur Clé c'est un agent de police qui, en fait, c'est celui qui a libéré la clé de la chambre dans laquelle j'étais enfermée. Il a été un amour avec moi. Ah, super. C'est bien quand il y a des bons policiers. C'est un rêve. Genre, tu sais, t'as pas besoin de dire, il comprend. Et ça, c'est vraiment, c'est beaucoup plus facile quand t'es face à une victime qui a du mal à exprimer les choses. Il a été incroyable. Et en fait, le lendemain, il m'a reconvoqué. Quand je lui ai dit, j'attends ma soeur, etc. Il m'a dit, alors ta soeur est bien sur le chemin du retour, mais pas pour toi.
J'ai dit comment ça? Ils m'ont dit bah écoute en fait elle a dit que t'étais une menteuse et du coup on a dû vu que c'est ta tutrice on lui a expliqué les violences physiques qu'on avait recensées la veille. Elle a fait genre l'étonner et de là il m'a dit écoute je vais te montrer quelque chose que je devrais pas faire et donc il y avait une sorte de pile comme ça de conversation WhatsApp et il m'a dit juste feuillete les premières pages. Donc le policier... Désolée. T'inquiète Nathalie. Et quand j'ai commencé à feuilleter les premières pages j'ai vu des photos genre un peu comme ça. Mon amour, des trucs comme ça, tu vois. C'est des photos de ta Mais- sœur et ton mec. Qui avait plus de 18 ans d'écart. Elle avait quel âge? 37, 36, Et lui, la vingtaine. 21 ouais, et moi 15. Donc ta sœur savait qu'il t'avait violé et se tapait quand même ton mec. Et après, elle est sortie avec son frère, qui était présent pendant toute la séquestration. Et que, en fait, quand je criais, que ce soit pendant les violences sexuelles ou pendant les coups, il augmentait le volume de la musique. Pardon, quoi? Quand je suppliais, genre, je criais, genre, au secours et tout, il augmentait le volume de la musique. Je l'ai dit ça à ma sœur, donc ma sœur le savait. Lui, aujourd'hui, il a pris de la prison ou pas? Alors, mon ex, oui, mais même pas pour les violences. Il a juste pris pour. En gros, j'ai réussi à avoir enfin. Au bout de 8 plaintes, la restriction. Donc quoi, il pouvait plus m'approcher, qu'il n'a forcément pas respecté. Il a même pas duré 24 heures. Et du coup, il a été condamné pour ça. Il a fait 8 mois uniquement. Maintenant, il est caché. Donc il est en Israël et je l'ai jamais revu depuis 8 ans. Bah, du coup, j'ai commencé à comprendre un peu en fait toute l'histoire. Petit à petit, il a été un peu virulent, Monsieur Clé. Mais je pense qu'il avait aussi besoin de me secouer un peu, tu vois. Du coup, je suis restée 3 mois dans ce premier foyer où les filles ont été mes sœurs. Genre, j'ai vraiment pas d'autres mots que mes sœurs. Parce qu'en plus de ça, genre, moi j'avais une malformation rénale. Et du coup, pendant ma séquestration, en fait, je lui ai expliqué, j'ai vraiment très mal au rein, il va falloir me déposer à l'hôpital. Et lui, il était apeuré de me dire, mais si je la dépose à l'hôpital, c'est mort, elle va appeler la police, tu vois. Du coup, il pensait que je mentais et que je faisais exprès juste pour aller à l'hôpital et pouvoir me sortir de la séquestration. Pendant la séquestration, t'avais des rapports avec lui? Il m'a agressé, mais une seule fois, la veille en fait. Donc la veille de la fin de la séquestration, mais sinon non. En fait, j'étais vraiment juste enfermée et c'était des débats de mais en fait tu m'appartiens et tu restes là et moi j'étais là mais j'ai pas envie de faire ça mais t'as pas le choix et Lui, il restait la journée aussi? ça dépend. Travaillait pas? Non, ça dépend. Il y a des journées où il partait, mais la plupart du temps, il restait vraiment à m'espionner, quoi. Ouais. Et après, on se criait. Après, du coup, il me tapait. Après, je m'endormais d'épuisement. Et après, il me réveillait. Genre, il me caressait les cheveux comme si de rien n'était. Et c'était très glauque. Genre, vraiment, je me rappelle du matin, la fois où genre je me suis réveillée après les violences et qu'il me caressait les cheveux. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais t'es un malade mental. Tu es fou. Mais oui, il y a forcément des trucs de la personnalité. Ah ouais, c'était. Parce que c'est des agissements qui sont pas communs et qui sont absolument pas normaux en fait. Être dans cette violence et le lendemain tout va bien ou alors. C'était la folie. Mais c'était pour un oui ou pour un non. Hein. Oui. Mais ta sœur, elle savait où t'étais? Tu savais que t'étais Ouais. là-bas? Ouais. Et du coup, si elle avait des relations avec lui et que Bah à t'en ce as aussi- moment-là, elle était en Thaïlande, elle, donc ils étaient surtout en message. J'ai jamais su s'il y avait eu vraiment rapport intime. Mais elle, en tout cas, lui envoyait des photos intimes. Ouais. En tout cas, intime, quand t'es comme ça, c'est quand même assez. Pas ouf. Et lui, il l'a dragué en message. Ah, lui, c'était mon amour, mon cœur et tout. Enfin, normal, mais ça, je sais que c'était surtout une manière pour lui de me faire du mal. Parce qu'après, il a pas du tout hésité. Du coup, elle a déplacé, la mettre sur son frère, qui avait 1 an de plus que lui, donc il avait 22 ans. Très jeune, il faisait ma taille. Enfin, c'était lunaire, quoi. Jusqu'au jour où ça a duré. Mais enfin, moi, genre, lui, il a été condamné, j'avais même pas 18 ans. Elle est restée 3 ans supplémentaires avec cette famille. Hein. C'est-à-dire? Au procès, elle s'est pointée avec toute la famille de mon agresseur. Non, Véridique. c'est pas possible. Véridique. Et donc, du coup, Le juge a après, pété un ils se sont mis ensemble, c'est ça? Donc après, il s'est mis avec son frère pendant 3 ans, que je considère peut-être pas tout aussi coupable, mais en vrai presque. En fait, quand j'ai entendu le volume de la musique augmenter, je me suis dit non, genre il a pas fait ça. Ouais, mais oui, mais il est complètement coupable. Hein, quand on est témoin de violence et qu'on n'agit pas, etc., et qu'on laisse faire, c'est être coupable en fait. Hein, donc oui. Du coup, bah moi j'ai fait 2 ans et demi de foyer. J'ai été tranquille quelques temps avec l'autre, mais il m'a très vite l'emprise a très vite recommencé sur un autre aspect. En fait, comme j'ai vraiment été conçue pour être dévouée à ma famille. En fait, je suis pas Natania de base, je suis juste celle de la famille qu'on appelle quand il y a de la merde. Du coup, là, il y a eu de la merde et on m'a appelée et moi j'ai débarqué parce que j'étais vraiment, c'est horrible, mais j'étais soumise quoi. C'était quoi la merde? Le père de mes frères et sœurs était tombé très malade et du coup, vu que moi c'était un peu ma figure paternelle, j'ai rappliqué direct. J'ai une phobie de perdre les gens. C'est très. Ah oui, je pense qu'il y a une peur de l'abandon peut-être. Complet. Je sais pas. Oui. Complet. Bah oui, ça Complet. se Le fait de comprend. pas avoir pu protéger ma mère, Et ça, c'est horrible. En fait, c'est une phrase que beaucoup de personnes disent quand ils ont perdu Un proche d'un suicide. proche, un parent, c'est tout le temps. En fait, vous portez la culpabilité de se dire, mais en fait, pourquoi j'ai pas réussi à la sauver? Ouais. Mais en fait, Alors qu'on n'est pas du tout responsable. vous n'êtes pas du tout Mais responsable. c'est vrai que ma famille me l'a tellement dit. Genre, par exemple, c'est tout bête, mais là, donc, pour l'écriture du livre, j'étais obligée de retrouver d'autres captures d'écran, par exemple, de conversations que j'avais avec ma famille. Un message type de mon anniversaire, de mon frère, 24 juillet, genre, je fête mes 22 ans. Ça va, espèce de grosse pute, ça te dérange pas de savoir que t'as tué ta mère? Qui t'a dit ça?
ça? Mon frère, tu vois. Alors que pourtant, tous les membres de ma famille, plein de fois, je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a une seule putain de chose que vous arrivez à me reprocher? Une seule qui pourrait justifier tout le mal que vous me faites? Non. Non, mais de toute façon, ce sera Ils jamais trouvent ta rien. faute. Mais oui. Non, mais j'aimerais que même tu l'inventes. Trouve-moi un prétexte de toute cette souffrance. Juste un, tu vois. Il y a jamais rien. Ça, c'est le plus dur. De se dire, mais c'est vraiment gratuit, quoi. Oui, c'est gratuit. Comment t'as fait pour réussir à mettre des mots sur les choses, à te rendre compte que t'avais une famille toxique? Et quand t'arrives en foyer, t'as une thérapeute obligatoire. T'as une semaine de thérapie. Une fois par semaine, t'es en thérapie. Et là, petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Tu vois, qu'en fait, ils m'ont expliqué qu'ils en avaient rien à faire que je sois là pour mon beau-père. C'était juste une manière de me remettre le grappin dessus. Au début, j'étais en mode, mais pas du tout. Ils savent juste très bien que ça me ferait tellement mal qu'il meure. Et en fait, petit à petit, la psy m'a dit, bah, tu sais quoi? Analyse. Regarde ce qui va se passer. Est-ce que, par exemple, t'as l'impression que, comme une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que t'es pas au bon endroit? Du coup, j'ai commencé à écouter plus mon subconscient que mon conscient. Et petit à petit, je me disais, putain, elle a raison là-dessus. Et après, je parlais avec d'autres filles de foyer qui avaient des situations toxiques avec leur famille. Et du coup, je faisais des comparaisons. Je me disais, putain, c'est bizarre, je vis à peu près la même chose. Et petit à petit, au fur et à mesure de la thérapie, en fait, elle m'a expliqué que tout simplement, parce que moi, je m'en voulais énormément. Enfin, là, j'ai pas mon téléphone, mais si je te fais écouter le vocal de ma sœur quand je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je te ferai écouter hein, si besoin, mais le vocal, c'est vraiment, mais attends, ok, j'ai couché avec le mec qui t'a vu. Mais tu l'as cherché ce mec là ma chérie. Et du coup c'était vraiment moi la responsable tout le temps. Du coup bah pour moi j'étais pleinement responsable des violences que je vivais tu vois. Et en fait la thérapeute m'a dit mais t'as pas l'impression qu'il y a un lien entre tout ça? Que au moment où t'es allé chez ton frère c'est la première fois que tu vivais vraiment la violence conjugale. Que après ça tu tombes sur un mec violence conjugale en prise. Schéma répétitif. Exactement. En fait je suis allée chercher la seule chose que je connaissais quoi. Tu peux nous parler un peu de ça? Alors, soit, moi je dirais plutôt, peut-être t'es pas allé le chercher, mais plutôt t'as pas réussi à le fuir, tu vois. On peut dire plutôt ça comme ça, mais oui, il y a des schémas en fait qui se répètent, mais parce que quand tu nais dans la violence, dans les insultes, dans l'abandon, etc., forcément tu connais que ça, donc c'est ta norme en fait, c'est ton monde à toi. Surtout quand on est enfant, c'est hyper compliqué pour un enfant de se rendre compte qu'il subit de la violence, parce qu'en fait il ne sait pas comment ça se passe en fait ailleurs. C'est en fait, tu vois, le monde dans lequel t'évolues, tu te dis bah, que c'est normal si je fais tomber mon assiette de me prendre une gifle, etc. en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est important quand même à chaque fois de parler de ce qui se passe à la maison, aux profs, etc. Parce qu'eux, ils peuvent aussi un peu plus remarquer, de dire que là, il y a des... C'est pas normal. Oui. Ouais, vraiment. Tu m'avais dit que t'avais essayé plusieurs techniques différentes. Ouais, de thérapie. J'ai fait que des femmes. J'étais assez apeurée de me retrouver en Eh ben, thérapie. c'est comme dans mon podcast, il n'y a que des femmes. Ouais, j'adore la DA. Non, mais et c'est complètement ok hein, de choisir une psychologue ou un thérapeute. Si vous voulez voir un psychologue qui est uniquement une femme ou uniquement un homme. Natania, aujourd'hui, t'as encore des contacts avec ta famille? Grâce à Dieu, j'ai réussi à couper avec 100% de ma famille maternelle. En fait, là, j'ai juste vécu une dernière trahison de la dernière personne avec qui je parlais, histoire de bien me dire, ok, ça y est, ils veulent pas sortir du schéma. Donc ça y est, je suis enfin 100% libérée de ma famille maternelle. Parce que récemment, ta sœur t'a encore trahi. J'ai ma sœur qui m'a volé ma société il y a pas plus tard que 3 ans et demi. Parce que du coup, elle est revenue dans ma vie en mode je suis en galère, etc. Du coup, je lui ai dit, bah attends, je te trouve un taf. Et en fait, elle a juste imité ma signature. Elle a fait une SAS où elle s'est mis 50-50 sur tout. L'enfer. Et du coup, j'ai réussi à sortir de ça, j'ai arrêté de lui parler. Et là, j'avais ma dernière petite cousine où vraiment, genre pour moi, c'était ma petite sœur et que vas-y, ça allait tout droit quoi. Je vais pas la terminer là parce que ça va dire que c'est moins pire des autres. Et ils ont réagi comment quand ils ont découvert que tu devenais médiatisée? Oula, ils sont tous revenus. Alors je t'explique, avant ça, j'étais vraiment dans un patelin, toute seule. Je crois que mon corps aurait pu être en décomposition et mangé par des vers, que tout le monde s'en foutait. Et quand j'ai commencé à être connue, tout le monde est revenu. Alors là, vraiment, j'ai eu de tout. Alors, j'ai eu la cousine qui est partie raconter de la merde à un blogueur, qui après me demandait de l'argent. Quel blogueur? Aquababe. Il t'a réclamé de l'argent? Non, ma cousine est partie raconter de la merde à Aquababe. Et après, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et elle m'a dit, bah ouais, mais tu me donnes pas d'argent, t'es connue, bah tiens. Genre, en gros, c'était mérité quoi. Elle lui a raconté quoi? J'ai même pas regardé tellement ça me. Et lui, il a divulgué ou pas? Je crois, hein. Mais de toute façon, lui, dès qu'il pouvait m'éteindre, il s'en donnait encore joie. Pourquoi, je sais pas. J'ai vraiment tout eu. J'ai eu les menaces, pareil, paye mon dealer ou sinon je vais raconter des trucs sur toi. Et j'ai dit, mais j'ai tellement rien à cacher, les gars. Allez-y, genre vraiment, il faut le faire. Je vous encourage à le faire. J'ai eu de tout. Ça existe souvent les familles quand on devient médiatisé qui viennent finalement cracher. J'ai vu récemment Soraya, je sais pas si vous avez vu passer cette histoire. Une histoire j'ai vu. épouvantable avec, ouais je crois, sa sœur, son neveu qui sont venus cracher sur elle. Finalement, pour rien dire au final, juste pour cracher en disant on est sa famille, mais ça arrive souvent. C'est horrible. Finalement, ils c'est sont horrible. jaloux, c'est très toxique. Bah là, je sais qu'après la sortie du livre, ça va être la guerre, quoi. Donc, Oui, ça va faire remonter peut-être c'est certaines sûr. choses. Non, mais en fait, pour eux, c'est le fait que je divulgue tout ce que j'ai vécu. Ils vont jamais c'est vraiment l'image des autres, tu vois. Et c'est pour moi important dans ta famille et dans la culture. Ouais. L'image. Ouais, beaucoup. C'est pour ça, juste là, de pouvoir parler de ça, c'est très, très, très libérateur pour moi parce que c'est vraiment une manière de dire ça y est, j'ai plus peur, tu vois. Je l'assume. Certainement pas à moi d'avoir honte de ce que vous avez fait. Ah, c'est clair, oui. Mais c'est un long chemin. Bien sûr. C'est un très long chemin. Natania, récemment, tu as eu une nouvelle qui a bouleversé ta vie. C'est ce qu'elle veut dire. Tu t'es inscrite sur MyHeritage. Ouais, c'est ça. Qui est finalement MyHeritage, c'est un site internet où on fait analyser son ADN. Exactement. Où on peut découvrir soit ses origines, soit un membre de sa famille. Toi, ça a été le cas? Ouais. En fait, moi, je cherche mon père biologique depuis des années.
années. Et je me suis inscrite, donc il y a 8 ans, pour te dire. Au fur et à mesure, j'ai abandonné. Genre, j'avais, je crois, 4000 correspondances, mais arrière-grand-mère, arrière-grand-cousine, j'ai abandonné. Et là, donc, pour l'écriture du livre, je me reconnais que, genre, il y a quoi, il y a 2 mois. Et boum, correspondance, cousin germain. Je connais tous les cousins germains de ma mère. Donc, je me dis, attends, c'est quoi ce bordel? Incroyable. Et donc, je vous la fais en très courte. J'ai un père. Que t'as rencontré. Que j'étais encore au resto avec lui hier soir. Ah, génial. C'est tellement émouvant. Ouais, ça par contre, c'est vraiment beau. Et du coup, j'ai 2 petites sœurs et un frère. Ton père que tu m'as montré tout à l'heure en photo, on pourra pas vous montrer la photo, mais il est Très beau vraiment gosse. très très beau et surtout, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est choquant. Vous êtes les mêmes. C'est choquant. Tu m'as mais montré t'as vu ma sœur? Tu m'as montré sa fille aussi justement. T'as qui vu a ma- exactement la même tête que toi. C'est moi. Et franchement, j'ai les larmes aux yeux, je trouve ça bouleversant. Merci. C'est incroyable. Je suis trop contente. Mais en fait, du coup, c'était ouf de me dire, putain, genre, j'arrêtais pas de pleurer, de me dire, bah, ça y est, j'aurai plus jamais ma famille, je vais devoir me marier toute seule, enfin, c'est fini. Et là, Dieu, il m'a dit, bah non, tiens, Tu lui as dit à ton père tout ce que t'as vécu. il est pas prêt encore à écouter. Il a pas écouté ça dans tes interviews parce que t'en as déjà parlé. Je crois qu'il est pas encore prêt. Oui, il peut... Peut-être qu'il a besoin de temps aussi. Oui, peut-être qu'il n'est pas prêt, ou alors peut-être qu'il a peut-être vu tes ITV, etc., où t'en parlais, mais peut-être qu'il ose pas encore, tu vois, parce qu'il peut estimer aussi que c'est ton intimité, ton histoire, tu vois. Pour l'instant, ça lui fait trop mal. Bah oui, c'est parce qu'il s'est dit Ouais. qu'il t'a pas protégé. Du coup, je lui ai peut-être. dit, bah, je te ferai une petite dédicace sur mon livre et tu seras le premier à qui je le donnerai. C'est trop mignon. Et voilà, du coup, là, bah, je suis en train de découvrir une nouvelle famille, en train de découvrir aussi l'amour sain, l'amour cool. C'est magnifique. Et j'ai 2 sœurs que j'aime de tout mon cœur. Je vous fais des coucou les filles. C'est une belle revanche sur toutes les personnes qui ont pu C'est être toxiques avec toi, C'est sur ouf. la vie qui a été dure. Franchement, C'est la meilleure, j'arrête pas de le dire, hein, c'est la meilleure récompense d'être resté quelqu'un de bien malgré toute la douleur. C'est genre, je peux pas. Dieu m'a fait un cadeau. Genre, c'est. Non, c'est magnifique, mais finalement, c'est ce que tu mérites, quoi, d'être aimé par des membres de ta famille, donc... Du coup, c'est trop bien. Genre là, j'ai fait une soirée pyjama avec mes sœurs. Ah, Genre, oui. Ça fait trop bien. Écoutez, on a de la chance, on a quand même une psy avec nous, on va en profiter. On va lui poser quelques questions sur les familles toxiques, surtout qu'il y a certainement des personnes qui nous regardent, qui se demandent si peut-être ils ont une famille toxique ou non. J'aimerais déjà que tu nous expliques dans les grandes lignes ce que c'est qu'une famille toxique et comment on se rend compte qu'on n'a pas une famille seulement problématique mais réellement toxique. Donc, je pense que là, quand je vais parler de famille toxique, on va parler quand même de familles violentes et négligentes. Et en fait, des familles vraiment qui vont être dans la violence et des familles toxiques, ça va être par exemple des familles qui vont totalement renier vos émotions. Mais ça peut être des choses hyper bateaux, hein, comme par exemple, je sais pas, imaginons, Carla, t'as gagné un concours de danse et ça va être un de tes parents qui va te dire, ouais, enfin, c'est bon, ça va, c'est un concours de danse. tu Je vois. vivais ça. Ça va être mais ça va être plein de petits exemples comme ça, tu vois. Je pense que je vais marcher avec des exemples comme ça peut parler Ouais. aux gens qu'avec vraiment trop de théories psycho. Donc ça va être renier les émotions, ça peut être aussi rabaisser continuellement, comparer aussi, par exemple, comparer Ta Carla. cousine est tellement mieux. C'est ça, ta cousine elle est mieux. Ah mais C'est une emprise. en fait voilà, C'est comme quand on a une relation Ah, avec c'est un toxique. c'est exactement la même chose. ça. En C'est la fait, même chose. C'est la même C'est chose. les mêmes ça- red flags, Oui, ça quoi. va être de la manipulation. Et en fait, si vous êtes un enfant, ado et que vous vous sentez en pression, anxieux, à chaque fois que vous allez voir votre famille, vous vous sentez pas bien, pas à votre place, qu'on vous écoute pas, qu'on vous donne pas la place que vous méritez, souvent ça reste quand même que c'est toxique. À la différence, par exemple, d'une famille où parfois ça arrive, qu'il y ait des disputes et parce que C'est la vie, quoi. parce que c'est la vie quoi, et que c'est normal dans une famille qu'il y ait des dysfonctionnements. Comment on fait pour se libérer d'une famille toxique? Alors ça c'est très compliqué. C'est très long. C'est long. Bah ouais, je Beaucoup pense de que- thérapie. Et envoyer la facture à la fin à la famille, s'il vous plaît. c'est vrai. pas à vous de Ça t'a payer. coûté cher, tous tes psys. Bah ouais. Entre l'hypnose, la sexologue, j'ai fait quand même psychiatre pour être sûre que j'avais pas des troubles psychologiques, tu vois. La sexologue, c'était par rapport à ton VI. Ouais. Elle t'a fait quoi? Elle t'a aidé en quoi? Bah, à comprendre parce qu'en fait, du coup, ce que j'ai compris, c'est que j'allais avoir aussi ça impacte. En fait, tout a des conséquences et que du coup, forcément, ma sexualité aussi allait être impactée. D'autant que c'était un premier rapport et du coup, j'avais pas de comparaison après ça. Donc, ma sexualité est encore aujourd'hui très impactée par ça et que du coup, il fallait pas que je culpabilise ou que je me diabolise aussi par rapport à ce que j'allais devenir sexuellement, tu vois. Ça m'a aussi fait prendre conscience de la femme que j'étais et de me découvrir. Du coup, je me suis découvert un peu tard Ça sexuellement. donne... Tu veux dire par là que après t'as des envies particulières en ayant déjà... Je pense que c'est propre à chacun, vraiment. Mais je sais que par exemple, comme je n'ai jamais connu la douceur, les câlins, tout ça, pour moi c'est lunaire. Genre, c'est un mec m'embrasse pendant l'acte, je le vis mal. Je comprends. Après, j'ai essayé, je me suis même forcée et en fait, t'es pas heureux. Et du coup, je me suis posé, j'ai dû retourner à la sexologue parce que je me suis dit, mais attends, moi j'ai voulu être normale et j'ai essayé de faire des trucs de gens normaux. Et après, en fait, c'est quoi la normalité, tu vois? La normalité, c'est pas aussi de se faire agresser à 15 ans et de percer de cette façon et en fait de l'intégrer. Alors aujourd'hui, j'ai une sexualité à moi, peut-être différente de la plupart des gens, peut-être, certainement, mais je suis heureuse en tout cas. C'est beau. T'es en Bah. couple aujourd'hui? Oui. 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 Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps, mais j'en parle pas du tout.
J'en parle pas du tout sur les réseaux, mais ça fait un petit moment. Et lui, il te soutient par rapport à ça. Il est incroyable. Prendre ses précautions. Incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et lui, il est pas du tout dans ce milieu-là. Il a même pas. Il appelle TokTok. Et pour lui, c'est TokTok, c'est pas TikTok. Non. Il a même pas Instagram et tout. Genre, c'est incroyable, ouais. C'est génial. C'est un rêve. Et il juge pas ton parcours télé et tout? Pas du tout. Au contraire, il est très très fier de moi dans tout. Il sait aussi que ça m'a énormément impacté de vivre avec l'image de télé-réalité et de me faire aussi harceler beaucoup par tous les candidats, quoi. Ça, c'était violent. Mais il me pousse vraiment à me fleurir, à devenir la meilleure personne que je suis, à m'assumer. Et... Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré en vacances à Cannes. Ouais. Et c'était mon meilleur ami en fait. Je l'ai friendzoné pendant des années. Je l'ai mis à rude épreuve, surtout. Ne pas perdre espoir aussi. Ne pas perdre espoir. C'est pas parce que vous êtes friendzoné que c'est mort. Mais Justine, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile dans notre société aujourd'hui de parler de famille toxique? Parce qu'il y a toute une pression en fait autour de la famille. Tout à l'heure, on a parlé aussi de sacralisation, la famille dans beaucoup, mais de culture. Enfin, même il y a aussi un aspect religieux, etc. Vis-à-vis de ça. Donc il y a une pression sociale où ne pas parler à sa famille, enfin c'est hyper grave, c'est une trahison. Puis surtout, on a cette image où quand on est enfant, on est redevable en fait auprès de nos parents, en disant mais t'as vu tout ce que tes parents ils ont fait pour toi et t'oses ne plus leur parler, etc. Donc en fait, il y a une pression sociale qui est énorme parce que certaines personnes estiment que nos parents on leur doit tout et à tout prix et pour toutes les raisons possibles. Donc en fait, oui, c'est par raison sociale et voilà. Génial. Écoutez, merci infiniment les filles. Merci. J'ai l'impression, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir vraiment fait une soirée pyjama avec mes copines. Il y a une bulle de bienveillance qui s'est créée autour de nous trois. Nathania, je sais que ça doit être difficile, mais merci pour ton témoignage. J'espère que ça va pouvoir aider. J'espère. Si des jeunes gens nous regardent. J'espère parce que c'est pas non plus facile d'en parler et tout. Non. Mais j'espère vraiment que à travers mon témoignage, les gens peuvent se dire je mérite pas ça et que c'est pas parce que c'est ta famille que tout est acquis, quoi. Merci infiniment les filles. Merci.